30 camions s'évaporent, sans effraction, sans poursuite, sans violence. Aucun portail brisé, aucun bandit masqué, aucun cri dans la nuit. Pas de pneus crevés, pas de sirène, pas d'alarme déclenchée. Seulement une liste, des tampons, des signatures et le silence administratif. En une seule nuit, des mois de vivre disparaissent, sans bruit, sans chaos, sans panique. Tout paraît conforme, tout respire la routine. Pourtant, ce vol n'a rien du grand banditisme. Ici, la régularité tue. Les documents sont parfaits, les fichiers bien rangés, les procédures impeccables, millimétrées, répétées jusqu'à l'ennui. Aucun chaos, aucun désordre. Qui, dans ce balai d'habitudes et de signatures, soupçonnerait un vol dans une telle routine? Qui se méfierait quand tout semble si normal, si méthodique? La population attendait des coupables évidents, voleurs armés, mercenaires étrangers, criminels imprudents. Peut-être même imaginait-on des camions attaqués sur la route, des chauffeurs menacés, des otages, des échanges de coups de feu sous la lune. Mais la réalité est bien plus subtile, bien plus glaçante. Ce n'est pas la violence qui a fait disparaître ces camions, mais la maîtrise des codes officiels, la capacité à se fondre dans la banalité. Chaque camion est enregistré, chaque scellé noté, les logs consciencieusement remplis. Les signatures, d'un calme étudié, écrites par des mains certaines de ne jamais être relues. Les GPS, défaillant tous au même moment, comme par hasard. Les scellés, présentés intacts, mais aucun centre de distribution n'a vu un seul sac. Ce vol s'opère au grand jour, abrité derrière une façade de normalité implacable. Pas d'hommes masqués, mais des hommes avec accès. Pas d'effraction, mais un détournement légalisé, maquillé par la procédure. Ici, la corruption s'appuie sur des formulaires, des dossiers, des échanges banals dans des bureaux fades. Ce vol ne prive pas seulement le pays de vivre, il frappe la confiance envers les institutions. Quand un vol se fond dans la légalité, c'est notre pouvoir d'exiger des comptes qui s'effacent, lentement, insidieusement. Si ce type de vol reste incompris, comment s'en protéger? Laisser prospérer cette corruption, c'est accepter la faim, la méfiance, la résignation. Les vrais réseaux ne sont pas dans l'ombre, mais dans les couloirs administratifs, où la paperasse devient le passeport du crime. Comment démêler le vrai du faux? Comment remonter la trace d'une cargaison qui, sur le papier, n'a jamais quitté la légalité? Pour comprendre, il faut plonger au cœur du système, regarder derrière le rideau. Ce que l'on croit savoir sur la corruption n'est qu'une partie de l'histoire. On imagine volontiers des braquages à l'ancienne, des sacs arrachés sous la menace, des convoyeurs soudain réduits au silence. Mais la réalité, surtout dans l'aide alimentaire, est plus sournoise, plus banale, plus quotidienne. Ce n'est pas dans l'ombre, mais à la lumière crue des bureaux, que s'opèrent les détournements les plus efficaces. La routine protège mieux que le camouflage. Imaginez le trajet d'un sac de grains. Répertorié dans un entrepôt, chargé sur un camion, chaque étape encadrée par des procédures strictes, registres, signatures, cachets, reçus, tout y passe. Les points de contrôle jalonnent la route, chaque arrêt consigné, chaque minute notée. Sur le papier, tout est sous contrôle, chaque mouvement a sa trace. Mais cette montagne de paperasse devient l'arme principale des fraudeurs. La force d'un système bureaucratique est aussi sa faiblesse. À force de répéter les mêmes gestes, encore et encore, on oublie que la routine cache des failles, que l'habitude endort la vigilance. Dans ce grand circuit, la traçabilité peut aussi masquer la fraude. Les contrôles deviennent rituels, on ne regarde plus, on coche, on signe, on passe à la suite. Chaque document officiel, autorisation, bordereau, changement d'itinéraire, peut, entre de mauvaises mains, servir de passe-droit. Les complices ne se cachent pas, ils sont au cœur du système, parfois derrière un guichet, parfois au téléphone, parfois même dans le camion. Leur arme, la légalité, leur masque, la procédure, la routine, la signature. La disparition des 30 camions n'est pas un simple vol. Les sacs de grains ne disparaissent pas au détour d'un chemin. Les camions suivent, en apparence, les circuits prévus. Les points de contrôle sont
respectés, les documents conformes, les signatures authentiques. Mais à chaque étape, la routine administrative sert de camouflage. Un simple changement d'itinéraire, justifié par une note officielle, signée par un responsable, et le convoi disparaît sans bruit, sans que personne ne remarque l'anomalie. Traoré, responsable logistique, ne se laisse pas duper. Il comprend que la menace ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Il voit que derrière chaque cachet, chaque signature, il peut y avoir une main complice, un intérêt caché. Pour lui, il s'agit de remonter le fil invisible de la paperasse, de briser l'impunité qui règne quand tout le monde fait comme d'habitude. Traoré sait que la vraie arme des voleurs, c'est l'habitude, ce qu'on ne regarde plus, ce qu'on ne questionne plus. Ce qui est le plus dangereux, c'est la normalité. Quand chacun pense que le système fonctionne, le risque est maximal. Ignorer la complexité administrative, c'est offrir aux fraudeurs la meilleure cachette. Les vrais voleurs ne cassent pas de cadenas. Ils signent, ils tamponnent et disparaissent derrière des piles de dossiers. Qui va soupçonner un document officiel? Qui va remettre en cause une signature reconnue? La confiance publique se joue dans ces détails invisibles. Si les ressources vitales disparaissent dans des combines indétectables, c'est la possibilité d'exiger des comptes qui s'effritent. Quand on ne sait plus où va le grain, comment croire à la justice? Comment défendre son droit à l'alimentation? Mais comment détecter un vol caché dans la normalité? Comment voir ce que tout le monde s'accorde à ne pas regarder? La vraie criminalité porte la cravate, pas le masque. Oubliez les braquages de cinéma. Ici, ce sont les signatures, les tampons et les procédures anodines qui volent la nourriture des plus vulnérables. La disparition des camions commence sur le papier, dans l'encre sèche d'un registre. Chaque étape de la fraude est déguisée en routine administrative. Quand Traoré plonge dans les registres, il découvre un théâtre d'apparence. Destination fictive, signatures falsifiées sur des documents officiels, cachets d'état authentiques, mais détournés. Les registres disent que tout est en règle, les plombs sont intacts. Mais rien n'est livré, personne ne reçoit la cargaison. Le système va plus loin. Les GPS sont truqués, synchronisés pour tomber en panne au même instant. Certains chauffeurs n'existent pas. Identité usurpée, employés fantômes, dossiers créés la veille. Les sociétés qui gagnent les appels d'offres sont des coquilles vides, créées la veille, gérées par les mêmes qui supervisent la logistique officielle. Tout paraît légal, tout est frauduleux. Le grain n'est pas volé par la force. Il circule entre signatures, tampons et faux rapports, dans un balai administratif où chaque acteur joue sa partition. Sachant que l'attaque vient de l'intérieur, Traoré conçoit un piège. Une cargaison leurre, suivie par microcapteurs, GPS sécurisé, registre public en ligne. Chaque étape est surveillée. Rien n'est laissé au hasard. Le but? Forcer les fraudeurs à se trahir et exposer la chaîne de collusion. Qui osera détourner une cargaison traquée par toute la communauté? Le piège fonctionne. Les arrestations s'enchaînent. Chauffeurs recrutés sous fausses identités, agents d'entrepôt qui tamponnaient sans vérifier, directeurs de sociétés fictives qui ne touchaient jamais le grain, mais contrôlèrent l'argent. L'administration panique, téléphone qui sonne, cadres en congé soudain, dossiers déplacés en urgence. Le corridor corrompu cherche à effacer les traces, à brouiller les pistes en détruisant des documents. Mais Traoré a anticipé. Gel informatique des systèmes, tous les logs, portails, registres, validations de paiement sont dupliqués dans un coffre-fort numérique inviolable. Toute modification ultérieure est visible, chaque tentative de manipulation est tracée. La vérité est sauvegardée, protégée de la panique. L'enquête financière révèle l'essentiel. L'argent de l'aide transite par la société de logistique, puis une société de conseil sans employés, avant de s'évaporer à l'étranger, pour revenir en retrait ou achats immobiliers, souvent à l'approche des élections. L'aide alimentaire nourrit la politique, pas les plus pauvres. À qui profite le crime? À ceux qui savent transformer la faim en monnaie d'échange. Traoré lance alors un audit complet. Les registres prouvent que les statuts de livraison étaient fabriqués. Les chauffeurs mentionnés n'étaient pas les vrais. Les GPS étaient brouillés. Les autorisations de déviation passèrent par un canal spécial,
toujours utilisés par le même groupe, toujours signés à la même heure, avec la même encre. Un agent d'entrepôt finit par avouer « Les rapports étaient imprimés à l'avance, les plombs stockés dans un tiroir, accessibles à qui osait les prendre. » Certaines cargaisons, sensibles, dissuadaient toute inspection. Poser des questions, c'était risquer la sanction, la mutation, l'oubli. Le corridor fonctionnait comme une religion. On tamponnait, on signait, on se taisait. Par peur, pas par conviction. Qui voudrait perdre son emploi pour un sac de riz? Traoré demande d'où vient la peur. Un nom ressort, le coordinateur régional, homme lige des sociétés écrans, protégé politiquement. Il n'a jamais volé un sac, mais il décidait du trajet de chaque sac, de chaque camion. Traoré l'arrête, sans vouloir de scandale. Il veut exposer la méthode, pas offrir un martyr. L'interrogatoire est fondé sur des preuves, GPS, photos de drone, reçus falsifiés. Le coordinateur tente la défense classique, urgence, chaos, malentendu, imprévu. Traoré montre les faits, implacable. Le coordinateur comprend. Ce n'est pas lui seul, c'est le système qui est condamné, pas seulement un homme. Traoré révèle sa carte maîtresse, une plateforme publique de traçabilité, accessible à tous. Chaque convoi a un identifiant unique, lié au numéro de plomb, plaque, identité des chauffeurs, horaires, point de contrôle, attestation d'arrivée. Les mises à jour sont répliquées sur plusieurs serveurs, sécurisés contre les manipulations. Plus question de faire confiance à une signature ou un cachet. La réalité est visible, vérifiable, partagée. Sur chaque site, double validation. Représentant communautaire ou médical, ET auditeur d'État. Les deux signent, physiquement et numériquement. La photo du reçu est postée en ligne, visible de tous. Les plombs de sécurité sont sérialisés, remis en lot scellé, activés avant chaque départ. Un numéro de plomb utilisé sans activation déclenche une enquête automatique. Le suivi flotte est doublé. GPS classique pour la logistique, canal sécurisé pour l'audit. Toute coupure impose une vérification au prochain relais. Fini les trous noirs, fini les camions disparus. Certains crient à la lourdeur, au coût, à la rigidité. Traoré tranche. La fin est plus lente, le vol plus coûteux. Il force le réseau à témoigner contre lui-même. Le rapport publié ne vise pas à humilier, mais à tuer le mythe de l'inévitabilité de la corruption. Le public comprend. Si la fraude administrative n'est pas démasquée, tout système devient une proie. On ne perd pas que du grain, on perd le droit d'exiger des comptes, on perd la dignité. Une fois la filière démantelée, reste le vrai défi. Empêcher la méthode de réapparaître ailleurs, sous une autre forme, avec d'autres prétextes. La vigilance ne doit plus jamais s'endormir. Le plus grand risque, ce n'est pas la disparition du grain, mais celle de la confiance. Quand la population ne croit plus pouvoir veiller sur ses biens, elle ne peut plus se défendre. La vraie menace ne vient pas du voleur masqué, mais de la capacité à transformer le vol en procédure. N'est-ce pas plus dangereux encore? Après le scandale, le système panique. Destruction de documents, excuses, erreur de planning, problème de logistique, malentendu administratif. Mais Traoré verrouille les systèmes, sécurise les registres, remonte les flux financiers. Il ne s'agit plus seulement de retrouver des sacs. Il faut comprendre comment le détournement a duré si longtemps, sans bruit ni effraction, par la force des signatures, par la banalité du quotidien. Très vite, un système de traçabilité publique est mis en place. Chaque convoi reçoit un identifiant unique, associé au scellé, plaque, identité, heure, point de contrôle, réception finale. Les données sont dupliquées sur plusieurs serveurs et mises à jour à chaque étape, consultables par tous. Les citoyens voient l'essentiel. L'aide est-elle partie? Où doit-elle arriver? A-t-elle été livrée? Traoré ancre la transparence dans le réel. Il la rend concrète. À chaque point, la réception est vérifiée 2 fois, par un représentant local et un auditeur d'État. Les deux signent physiquement et numériquement. Les reçus sont photographiés et envoyés au registre public, vérifiables par tous. Impossible désormais de maquiller une livraison, d'inventer une cargaison. La gestion des scellés est repensée.
Fini les stocks aisément manipulés. Les scellés sont délivrés en lots numérotés, sous garde, contrôlés à chaque étape. Chaque activation est enregistrée avant le départ. Un scellé brisé? Photo obligatoire à l'arrivée. Un reçu mentionnant un scellé non activé déclenche une enquête immédiate. Le suivi GPS est renforcé. 2 canaux, un pour la logistique, un crypté pour l'audit. Plus moyen de simuler une panne ou de perdre un camion sans vérification sur place, sans alerte immédiate. Face à cette révolution, les réseaux de la procédure protestent. Trop strict, trop cher, trop lent. Mais Traoré oppose une vérité. La famine va plus lentement que la réforme, mais fait plus de dégâts. Le vol coûte toujours plus cher que la prévention. Peut-on vraiment mettre un prix à la confiance retrouvée? Il publie un rapport détaillé retraçant la fraude. Usurpation d'identité, formulaire préimprimé, autorisation spéciale, duplication de scellés, circuit de profit vers des sociétés écrans. Il ne vise pas une région, mais tue l'idée que le vol d'aide est une fatalité, que la corruption est un mal nécessaire. La réaction publique est immédiate. L'indignation devient exigence. Des comités citoyens vérifient les livraisons. Les radios locales lisent les numéros d'expédition à l'antenne. Les gens consultent la plateforme, signalent les incohérences. Les comportements à risque deviennent l'exception. Toute tentative provoque des questions. Où est le lot ID7F23? Pourquoi ce scellé n'a-t-il pas été activé? La société apprend à s'approprier la transparence. La fraude ne disparaît pas parce que Traoré arrête tout le monde, mais parce qu'elle ne peut plus se cacher derrière la légalité. Quand le contrôle est vérifiable par tous, la légalité n'est plus un masque. Il devient impossible de s'abriter derrière la procédure. Mais le corridor tente de retourner la transparence contre elle-même. La plateforme révèle les routes sensibles. Le contrôle citoyen ouvre la porte au chaos. Trop de vérifications vont ralentir l'aide. On tente de faire croire qu'il faut choisir entre intégrité et rapidité, que la transparence est un luxe réservé aux riches. Traoré refuse ce faux dilemme. Il met en place une visibilité à plusieurs niveaux. Le public voit l'essentiel. Les agences de sécurité ont accès au trajet complet. Les comités locaux voient juste ce qu'il faut. Le chantage à la peur ne fonctionne pas. La transparence devient un bouclier, pas une faiblesse. Le corridor tente une autre offensive. Le sabotage des vérifications. Dans 3 districts, de faux reçus, signés par des comptes usurpés, apparaissent. Les signatures paraissent valides, les tampons sont conformes. Mais la tentative échoue. Chaque action est doublée d'un hash cryptographique, chaque vérificateur protégé par double authentification. Les comptes piratés sont identifiés, les dépôts suspects signalés, les sites vérifiés sur place. Aucun camion n'est passé. L'enquête met au jour une tentative de créer une nouvelle réalité papier, mais la réalité doit être physique, vérifiable. Les comptes sont réinitialisés, les vérificateurs formés à nouveau, les règles durcies. La leçon est publique. On ne vide plus le système sans que cela ne se voie. La réforme avance, marchés ouverts, identifiants publics, obligation de révéler les bénéficiaires réels. Les coquilles vides disparaissent, non parce que la corruption a disparu, mais parce qu'elle ne prospère plus dans la lumière. Un directeur de société écran tente de fuir, stoppé à la frontière avec une valise de cash et des papiers liant les flux à des courtiers étrangers. L'arrestation n'est pas médiatisée, mais le signal est clair. Le temps de l'impunité est terminé. Les distributions reprennent un rythme presque normal. Les plaintes persistent quand un camion a du retard, mais la nature change. On cite le numéro de lot, on exige des preuves. La culture de la confusion recule. Quand une société apprend à vérifier la logistique, la corruption perd son meilleur allié. L'ombre, la passivité, le silence. La plus grande menace n'est plus le vol, mais l'épuisement. Les vérificateurs citoyens sont bénévoles, les auditeurs publics surchargés, les sites ruraux parfois sans connexion. Les anciens réseaux tentent d'épuiser la vigilance, pour que, par lassitude, on arrête de vérifier. Si la société se fatigue, si la réforme n'est pas défendue, tout recommence. La vigilance s'use, le découragement guette. Abandonner la réforme, c'est condamner le pays à revoir le cycle corruption-famine-défiance. Une réforme ne tient que si la société l'adopte et la défend. La participation doit devenir une habitude,
et non une mobilisation exceptionnelle. Quand la lumière remplace l'opacité, le crime change de visage. Ici, la disparition des camions n'a pas été résolue par une chasse aux bandits, mais par une transformation du système. La corruption, ce n'est pas le masque du voleur. C'est une signature, un tampon, une procédure qui semble respecter les règles. Mais quand la vérification devient l'affaire de tous, même les procédures les plus habiles ne suffisent plus à cacher le détournement. Première leçon. La transparence institutionnalisée n'est pas un slogan, mais un outil. Traoré l'a compris. Pour que la confiance ne s'évapore pas, il fallait ouvrir le contrôle aux citoyens. Désormais, la vérification communautaire est un rôle formalisé. Les vérificateurs sont formés, protégés par la loi et reçoivent une gratification. Ce n'est plus du bénévolat anonyme, c'est un service reconnu. Face aux tentatives d'intimidation, ils ne sont pas seuls. Chaque vérificateur fait partie d'un réseau, avec des garanties contre les représailles. La société protège ceux qui la protègent. La transparence doit être possible partout. Dans les villages isolés, Traoré adapte les outils. Il distribue des kits de vérification hors ligne, affiches d'identification, checklists, formulaires avec QR code, utilisables sans connexion. Une fois le réseau revenu, il suffit de scanner pour horodater. Plus personne n'est exclu du contrôle. Les anomalies ne traînent plus dans la rumeur. Elles sont classées et traitées. Un système trie les signalements. Retard, anomalie de trajet, violation de scellé, livraison manquante. Chaque incident reçoit une réponse adaptée, toujours avec des preuves. La victoire, c'est d'avoir rendu ce succès visible. Chaque semaine, un tableau public récapitule. Expédition, livraison, anomalie, enquête, stock récupéré. Les citoyens voient que le système réagit et s'améliore. Les données publiques contredisent le fatalisme. La détection rapide inverse la logique. Chaque tentative de détournement devient risquée, traçable. Même une attaque spectaculaire ne replonge pas le système dans l'ombre. Chaque sac volé devient une menace pour le voleur, pas pour la communauté. Mais si ce nouvel élan n'est pas ancré dans le quotidien, il risque l'usure. La lassitude menace, surtout quand la vérification pèse sur des bénévoles ou quand la technologie semble lointaine. Les saboteurs essaient de noyer le système sous le bruit, de fatiguer les gardiens de la confiance. Tout se joue là. Transformer le contrôle en droit, non en corvée. Sinon, le retour en arrière guette. Une dernière leçon. Ce combat n'est pas que logistique, il est démocratique. La victoire la plus précieuse, ce n'est pas le grain, c'est la confiance retrouvée. Cette histoire n'est pas un vol de plus, c'est la preuve que la vraie menace est dans la normalisation du vol à travers des procédures banales, des signatures, des faux rapports, une opacité qui s'installe jusqu'à ce que plus personne ne pose de questions. La corruption prospère quand elle devient routinière, enveloppée de légalité. Elle ne se cache pas. Elle se glisse dans la lumière, dans la paperasse, dans les bureaux où l'on valide sans regarder. C'est ce que Traoré a refusé. Il a compris que le vrai danger, ce n'est pas la violence, c'est la résignation, cette petite voix qui dit « À quoi bon ? On ne peut rien changer ». Combien de fois avons-nous entendu cela ? En révélant publiquement la méthode, signature, sociétés écrans, autorisations officielles, Traoré a changé les règles. Son piège a forcé les réseaux à se dévoiler. Il a ouvert le système à la participation citoyenne, retirant aux voleurs leur meilleur allié, la confusion, l'anonymat, le silence collectif, la traçabilité, les nouveaux scellés, la vérification communautaire. Ces innovations n'ont pas seulement permis de retrouver le grain. Elles ont donné à chacun le pouvoir de demander des comptes, de refuser la fatalité. Ce que les corrupteurs redoutent, ce n'est pas l'arrestation ponctuelle, mais la lumière durable. Quand les citoyens peuvent vérifier, questionner, signaler, la corruption cesse d'être une fatalité, cesse d'être invisible. La plus grande perte, ce n'est jamais seulement la nourriture volée. C'est la confiance qui s'effrite, la participation qui s'éteint, l'espoir qui disparaît. Tout se joue là. Si l'on défend ensemble le droit à la transparence, chaque tentative de détournement devient plus risquée, plus visible. Ce n'est pas un miracle. C'est une bataille quotidienne,
mais c'est la seule victoire qui compte. Un pays ne se protège pas que par des lois. Il se protège en rendant la triche plus difficile que l'honnêteté. Il se protège en faisant de la vigilance un réflexe, en refusant la résignation. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler de détournement d'aide, souvenez-vous. La corruption ne gagne que si on lui laisse le terrain de l'indifférence. Ce qui a été regagné ici, ce n'est pas seulement du blé, mais le droit de savoir, de vérifier, de participer. Ce droit, c'est à nous tous de le défendre, chaque jour. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a ouvert les yeux sur la corruption, partagez-la, abonnez-vous et gardez l'œil ouvert. La prochaine bataille ne se livrera pas contre des bandits armés, mais contre des signatures silencieuses.